Hola, hello et salut des pieds jusqu'à la tête de la mode à la culture version française vous rhabille avec les tendances d'aujourd'hui et de demain. Et c'est tout de suite. Comme un symbole historique, la Tour Saint-Jacques se dresse encore fièrement au cœur de Paris. Elle nous a raconté son histoire. Dawai-san, membre de la Chambre de la haute couture, nous invite à découvrir son style sans pareil. Tout le monde sait que ce n'est pas la petite bête qui va manger la grosse et pour le prouver, rendez-vous pour un repérage spécial insectes. Petit à petit, Garance fait son nid. Pas à pas, comme un puzzle, les carrés de mosaïque prennent vie dans son atelier parisien. Bon pour la tête, bon pour les yeux, le tout en version 100% française, c'est Point de Vue. Le collectif Souk Machine a bien compris que derrière certains sites industriels délaissés se cachait un potentiel inexploité. Plutôt que de les voir détruits, il leur donne une nouvelle vie et les réhabilite, comme avec la Halle Papin à Pantin. Espace de travail, restaurants associatifs, organisation de soirées, ils redonnent de leur superbe à ces lieux et mettent leur pierre à l'édifice. C'est dans les années 1800 qu'Albert Thurston modernise l'invention des bretelles à élastique pour en faire ce que nous connaissons aujourd'hui, les bretelles à pression et boutons. Initialement destinées à tenir les pantalons bien à la taille, c'est encore une fois les grands de la mode qui lui ont redonné ses lettres de noblesse. Elles ne sont plus réservées qu'aux garçons. On connaissait Sanaka par son blog et son Instagram, mais cette fois l'autrice se lance dans le grand bain avec l'ouvrage Le silence des étoiles. Ici, on y retrouve le quotidien d'une jeune femme avec ses histoires de boulot, d'amour et d'amitié, bref, de la vie. Au travers des situations plus ou moins cocasses, on avoue qu'on se reconnaît un peu là-dedans. Si vous avez bien suivi, les bougies aussi sont victimes de la mode. Et la mode, en ce moment, ce sont les mèches en bois. Au parc ne déroge donc pas à la règle et opte pour ces drôles de brindilles. Effet feu de bois dans le salon, style apothicaire avec ses pommadis en guise de contenant. Copain des animaux avec la cire de soja, c'est le trio gagnant. Des souvenirs d'une église parisienne, il ne reste plus que cette tour. Bienvenue dans les 1001 histoires de la Tour Saint-Jacques. Comme beaucoup de Parisiens qui parcourent la rue de Rivoli, vous êtes sûrement passé devant cette tour sans pour autant connaître son histoire. Les plus téméraires se sont peut-être aventurés dans ce square, mais toujours sans savoir ce qu'il s'y cache. Eh bien, aujourd'hui, c'est le jour où vous allez percer ces mystères grâce à notre guide, Grégory Tellier. Ouverte quelques week-ends par an aux visiteurs entre juin et octobre par l'association des mots et des arts, les visites guidées sont confidentielles et donc exceptionnelles. Et avant de monter les très nombreuses marches pour se frayer un chemin dans les passages pas très larges jusqu'au sommet, Grégory nous fait part de l'histoire de cet édifice mystérieux. Bienvenue à la Tour Saint-Jacques. Cette tour est le vestige d'une ancienne église qui s'appelait Saint-Jacques de la Boucherie. C'est le clocher de cette église. L'église se situait juste là, où vous avez la rue de Rivoli et une partie du square de la Tour Saint-Jacques. Cette église a été totalement détruite juste après la Révolution. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne reste plus que le clocher, qui est dans le style gothique flamboyant. Alors là, Grégory, on aurait besoin d'une petite piqûre de rappel. Qu'est-ce que c'est le style gothique flamboyant ? Le gothique flamboyant, c'est un style, le dernier des styles gothiques, où il y a énormément de décoration de pierre, où on fait vraiment de la dentelle. Et c'est très spectaculaire, parce que c'est une tour où il y a une profusion de décors floraux, de gargouilles. Et c'est assez spectaculaire quand on se rapproche de la tour. Et cette invitation n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Grégory, on vous suit. Bon, on est parti pour 300 marches. Ah, on ne pensait pas qu'il y en avait autant. Mais croyez-nous, ce qui nous attend au sommet le vaut bien. Avec ces escaliers étroits qui donnent le tournis, on comprend mieux pourquoi peu de personnes sont passées par là. Mais avant d'accéder au Graal, petite halte à mi-chemin pour découvrir l'intérieur de l'ancien clocher et reprendre notre souffle. Un endroit spectaculaire qui garde les traces de ses nombreuses vies. Cette tour, elle a eu un destin assez singulier parce qu'elle a abrité une fabrique de balles en plomb. Donc il faut imaginer qu'on avait placé tout en haut des fours où on faisait chauffer le plomb.
Et lorsque le plomb était en fusion, on le faisait couler. Et en arrivant juste ici, il prenait la forme de billes. Et ces billes étaient revendues pour servir de balles, en fait. Ça a malheureusement causé des incendies. Et c'est pour cette raison que la ville de Paris, en 1836, décide de racheter la tour et de faire des premiers travaux de consolidation avant la grande restauration du Second Empire. Et ce n'est pas tout, moins dangereux cette fois-ci, la tour aurait pu être beaucoup de choses avant de finalement devenir une station météorologique. Et à la fin du 19e siècle, après plein de propositions, parce qu'on ne savait pas trop quoi en faire, un belvédère, il y a même eu des projets d'en faire un phare qui éclairerait tout Paris de sa lumière, mais il est décidé d'y installer une station météo, jusqu'à ce qu'elle soit totalement désaffectée dans la seconde moitié du XXe siècle. Une tour peu connue qui pourtant recèle de nombreux secrets. Vous aviez peut-être oublié que nous n'étions qu'à mi-chemin de notre périple, eh bien pas nous. Et nous voilà repartis pour atteindre les 64 mètres de hauteur. Donc bienvenue en haut de la tour Saint-Jacques. Donc on a un des plus beaux panoramas sur Paris, parce qu'on est vraiment en plein cœur du centre historique, donc finalement de presque là où tout le développement de Paris est parti. Et on a vu sur absolument pratiquement tous les quartiers et tous les monuments emblématiques de la ville lumière. Effectivement, même sous un ciel menaçant et pluvieux, la vue reste stupéfiante en plongée sur le cœur de la capitale. Cette tour se retrouve pile à cette jonction de ces deux grands axes, Est-Ouest et Nord-Sud, qui ont été voulus, initiés par Napoléon Ier, et que Napoléon III va vraiment faire entrer dans ce grand dessein de ces grands travaux de modernisation de Paris. Un Paris modernisé que l'on prend plaisir à admirer du haut de nos 64 mètres. Alors vous aussi, prenez rendez-vous avec l'histoire pour découvrir cette tour qui vous réserve bien des surprises. La mode est un langage universel et c'est le styliste chinois Dawei Sun qui nous raconte son voyage au cœur de la création. Attiré comme un aimant par le monde de la mode parisienne, Dawei Sun a quitté sa Chine natale après avoir étudié les beaux-arts pour intégrer la chambre syndicale de la couture parisienne. Très vite, son talent est repéré et débute alors une ascension vertigineuse à travers des maisons comme Lolita Lempicka, Balenciaga et Cacharel. Puis en 2016, Dawei décide de voler de ses propres ailes et lance sa marque éponyme. Une aventure qu'il vit comme un jeu, car pour lui, la créativité passe par l'amusement et l'épanouissement. C'est vraiment s'amuser. Un moment de travail, créer les choses, pour moi, c'est un jeu. Et je crée les choses, dans le même temps, il faut que ça me plaît. Donc, j'ai envie de chercher quelque chose de nouveau élément, quelques matières que je n'ai jamais utilisées. Je veux bien de tester, après de reconstruire quelque chose avec mon idée. Le moment de chercher et trouver les choses, ça me plaît beaucoup. Et qui dit expérimentation dit parfois accident, ce qui est loin de lui déplaire. Car pour Dawei, la création et les imprévus vont de pair. Suivre le plan, c'est pas la création, c'est pas les arts. Les arts ou la création, il y a la surprise, il faut les choses viennent de temps en temps. Exemple, peut-être il y a un pantalon, j'ai mal fait, mais peut-être cet volume c'est joli. Après, au final, j'ai envie de quelque chose de cet volume. Et parfois, c'est le bon surprise, de l'autre côté, c'est pas le bon. Plus simple pour coudre et découdre, colorer et décolorer, rallonger ou raccourcir, Dawei a troqué le classique duo crayon-papier pour stylet et tablette numérique afin de mettre à plat ses silhouettes. Des croquis qui interviennent toujours après le choix des matières. Premier, toujours, on commence à choisir les matières, mais dans le même temps, dans ma tête, c'est déjà, il y a quelques volumes que j'ai envie de construire. Personne assez discrète et réservée, cela ne l'empêche pas d'avoir une énergie créatrice débordante. Et pour canaliser ses envies, Dawei s'est entouré d'une équipe de fidèles. J'ai envie de faire trop de choses. J'aime trop de choses différentes. Si je montre trop de choses différentes, les informations ne sont pas très claires. Donc j'ai besoin de l'équipe, travailler nous ensemble pour en discuter quel élément c'est plus important que l'autre élément, quel élément on doit garder et quel élément c'est un peu trop. Et ce n'est pas Laura Guillermin, sa collaboratrice, qui dira le contraire.
C'est quelqu'un qui a 36 000 idées à la minute, qui a besoin d'expérimenter, de chercher. Il n'aime pas reconduire. Voilà, les fameux, tu prends les mêmes formes de la saison 1, mais tu repars les mêmes bases et tu repars à partir de là. Non, lui, il referait tout from scratch à chaque fois. Une pluralité qui se ressent également dans ses créations. Donc il n'y a pas une femme Dawei, par exemple, unique, il n'impose pas un style, il crée des vêtements, il a le plaisir de le faire et il a le plaisir de voir comment les femmes peuvent s'approprier ensuite de ces vêtements. Mettre en avant le caractère de la femme qui va porter ses créations est primordial pour Dawei. Et c'est pourquoi, lors de ses shootings, le choix du mannequin et de l'environnement sont très importants. Exit les univers colorés et trop chargés, place à une ambiance épurée pour mettre en avant la symbiose entre le mannequin et le vêtement. D'abord, nous avons envie de quelque chose de clean. L'ambiance, les maquillages des mannequins, c'est toujours reste clean. Nous avons envie d'une fille jolie et féminine, mais elle a son caractère. Ce n'est pas une fille que de jolie, c'est vraiment ça. Tu sentir elle a le caractère. Et son caractère, le créateur l'exprime à travers un univers chic et urbain aux accents masculins et minimalistes qui a fait son entrée en fanfare sur les podiums de la haute couture. Bonjour Dawei. Bonjour. Vous êtes né dans le nord de la Chine. Pourquoi vous êtes venu à Paris pour faire de la mode? C'était important d'exercer votre métier à Paris? Paris, c'est vraiment le centre de monde, le centre de mode. Et vraiment, c'est comme dans le cœur de théâtre. Ouais, une vraie culture de mode. Une vraie culture de mode, il y a tout. Donc en fait, Dawei, vous êtes venu à Paris pour faire de la mode, pour faire votre métier, parce que vous avez fait des études artistiques. Et à un moment donné, vous êtes tourné vers la mode pour être plus proche de l'homme, parce que vous aurez pu être architecte, vous aurez pu vous exprimer dans plein d'autres domaines artistiques, mais vous avez choisi la mode justement En parce fait, que vous voulez être proche de l'homme. Oui, j'aime bien cette démarche. Oui, c'est ça. Et comme quand on crée les vêtements, on finit le dessiner, on finit le vêtement, après c'est les femmes portées. Et quand elle portait, elle a son propre caractère elle-même. Et ton style, ça va mélanger avec son propre style. Moi, je trouve ça, c'est les choses, ce que moi j'ai envie. Parce que je n'ai pas envie de cacher les caractères des gens. Donc, j'ai choisi la mode. Vous avez, avant de vous lancer avec votre propre marque, vous avez fait plusieurs maisons, entre autres Nicolas Ghesquière. Et qu'est-ce que vous retenez de ces années-là? Quand sortir de l'école, on ne connaît pas du tout qu'est-ce que c'est la mode. Et vraiment, on dit, quand je sors de Galliano, Nicolas Ghesquière, tout le monde dit félicitations, maintenant tu peux commencer à travailler pour la mode. Avant, tu es un élève, après tu es un styliste. Donc, je pense que toutes les bases de travail, j'ai pris chez Galliano. Ça vous inspire? Oui, ça m'inspire, ça m'a aidé de voir mon côté aussi, parce que vraiment, mon corps, c'est plus curieux. Ça vous a donné une ouverture? Oui, quand je vois quelque chose que je ne connais pas, je ne dis jamais j'aime pas. D'abord, je suis curieux de savoir et ouvrir les portes après. Toujours peut trouver les choses intéressantes pour moi. Donc ça, c'est très important. Vous avez dit une fois, Dawei, que loin du glamour et des paillettes, la mode peut être un métier très dur. Pourquoi? Oui, moi je trouve, première chose, c'est la mode. C'est 3 mois ou 6 mois, c'est une collection, ça n'est jamais arrêté. Et en plus, on doit créer les choses nouvelles. On ne peut pas répéter tous les temps les choses. Et donc, quand ce moment, c'est sûr, il y a un moment, tu sens vide. Tu peux besoin d'inspirer plus de choses, et sinon, tu ne trouves pas quelque chose de nouveau. Donc, Dawei, avant de vous lancer avec votre propre marque, vous avez travaillé aussi avec Long Liu pour Cacharel en direction artistique. C'est toute une autre aventure, une autre histoire de travailler pour une maison avec un tel passé. Oui, et époque de Cacharel,
C'est vraiment, ça m'a ouvert l'autre porte. C'est vraiment une univers jeune, et fraîche, brillant. Et pour moi, c'est très soleil. Et mon personnalité, je ne suis pas vraiment comme ça. C'est quoi votre personnalité? Moi, je trouve, je sais pas. Moi, je suis un peu discret. Je ne suis pas très. C'est pas comme la fille de Cacharel. Vous êtes un peu plus secret, un peu plus discret. Plus discret, plus calme. Je reste souvent un peu plus de temps moi-même avec les chats. Et un peu ça. Comment vous voyez évoluer votre maison dans les années à venir? Peut-être j'ai envie de travailler pour les hommes aussi. Et travailler pour les hommes, c'est la même chose. Moi, je n'ai jamais travaillé pour les masculins, mais j'ai inspiré beaucoup de masculins. J'adore les vêtements de masculins, j'adore les vêtements d'anciens militaires, les choses. Donc, moi, j'ai toujours il y a le rêve de travailler pour les masculins aussi. On a hâte de voir ça. Merci beaucoup, Dawai. C'est moi. Allez, on arrête de sauter au plafond à chaque fois qu'on aperçoit une petite bête et on apprend à les aimer dans notre repérage Paris Insectes. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré et ouvert grand les yeux à la recherche des petites bêtes de la capitale. Notre balade commence dans un havre de paix, une serre du parc de Vincennes où les papillons sont rois. Ils sont près de 200 d'une quarantaine d'espèces en fonction des saisons. Ils s'appellent petite tortue, pierrite du chou, pan du jour ou encore le chiffre. Des espèces qu'on trouve dans la nature en Île-de-France, mais de moins en moins en ville. Alors, plus qu'une arche de Noé version 1001 pattes, le jardin des papillons est un espace pédagogique. Pour les enfants, pour les adultes, c'est un moyen de découvrir les papillons, de les reconnaître, de les sensibiliser à la protection des papillons, comment ils peuvent aussi favoriser leur retour, pourquoi pas en installant des plantes dans les jardins, en gérant de façon écologique son jardin, en installant des plantes pour les chenilles, en installant des fleurs pour les adultes. Une bonne température pour ces petits volatiles à sang froid, de l'eau et des plantes pour les chenilles et les papillons, et même des fleurs artificielles garnies de nectar. Tout est fait pour qu'ils se sentent plutôt bien, et ça marche. Regardez, celui-ci est d'ailleurs en train de pondre la prochaine génération. Il y a même des émergeoirs aux airs de pouponnière. Ici, les chrysalides gardent bien au chaud les futurs pensionnaires. Bien à l'abri de la frénésie parisienne, les papillons se la coulent douce du sol au plafond. Alors si vous leur rendez visite, attention où vous mettez les pieds. Le saviez-vous, certains papillons peuvent vivre moins d'une semaine, mais il est un endroit un peu magique dans Paris qui leur promet une seconde vie. C'est la Galerie Chardon dans le 10e arrondissement, une boutique bien difficile à définir, un cabinet de curiosités spécial art animalier. Au détour d'un ours bien léché ou d'une grue couronnée, des dizaines d'insectes, papillons et scarabées surtout sommeillent dans leur écrin délicat. Des cadres simples aux mandalas raffinés, en passant par des cloches féeriques, ces tableaux bien particuliers sont l'œuvre du propriétaire des lieux, Grégory Ferret. Il étale ces petites créatures, c'est-à-dire qu'il les ramollit pour leur donner une position, puis les fait sécher. Et si vous vous posiez la question, non, pas besoin de teinture, toutes ces couleurs sont dans la nature. La diversité des formes et des couleurs des insectes est telle qu'en fait, il existe une multitude, une infinité en fait, de combinaisons pour pouvoir obtenir un graphisme joli, faire un ensemble dans un cadre. Moi, je n'ai rien fait, c'est la nature qui propose tout. Tout en modestie, ce passionné des insectes, lui-même collectionneur, crée ses compositions à son goût ou sur commande. Et grâce à cette galerie, il dépoussière depuis 2012 un art vieux d'au moins 300 ans qui nourrit encore les musées. Vous avez une petite faim? Alors direction le quartier des Halles. Pour les plus aventuriers d'entre vous, les insectes se retrouvent aussi dans l'assiette. Et non, ce ne sont pas des intrus dans la cuisine. Dans ce petit restaurant ambiance table d'hôte, juste quelques couverts pour les plus téméraires. Le chef Laurent Veillet crée des petits plats à base d'insectes, de grillons et de vers de farine élevés en France.
Il y a quelques années, les petites bêtes, ce n'était pas vraiment son truc, mais il s'est laissé séduire par ces nouveaux ingrédients, des super aliments riches en protéines et nutriments, et écolos. Aujourd'hui, il milite pour leur démocratisation. On les cuisine parce que les insectes, ça n'a pas un goût très prononcé. Du coup, ça nécessite de les relever avec des préparations. Trouver des nouvelles idées, associer avec des autres produits. Il y a une matière parce que c'est un peu un nouvel ingrédient et tout est possible avec. On peut jouer sur les textures, sur le visuel, sur les goûts, sur les consistances et puis le contenu de la recette au niveau nutritionnel. C'est vraiment intéressant pour un cuisinier. Tarte sablée ou steak végétal au grillon, gâteau au chocolat saupoudré de verre de farine, Laurent donne un petit côté gastronomique à ses assiettes futuristes. Et vous, vous craquez ? Que vous soyez cigale ou fourmi, vous avez maintenant toutes les clés des champs pour explorer la ville façon microcosmos. Bien loin des fresques antiques, Garance réalise à coups de petits morceaux de pâte de verre des œuvres murales ultramodernes. Derrière la mosaïque, il y a toute une histoire longue de plusieurs milliers d'années. C'est en Mésopotamie, à la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ, qu'on retrouve les premières traces de cet artisanat. À l'époque, on utilisait les galets et les coquillages comme matériaux. Pas très confortable si la mosaïque était au sol. Un peu plus tard, les Grecs et les Romains s'en emparent et utilisent la pierre et le verre. Plus facile à tailler, ces matériaux ont permis de réaliser des motifs beaucoup plus fins et plus pleins. Au XIXe siècle, le style Art déco donne une seconde vie à la mosaïque. Grâce à de nombreux artistes comme Klimt, Chagall ou encore Gaudi, cet artisanat connaît son nouvel âge d'or. Et puisque la mosaïque a pu traverser les millénaires, elle n'est pas prête de s'arrêter et continue de vivre dans les créations de Garance, un peu plus moderne que celles des Gréco-Romains. La jeune artisan est l'héritière d'un savoir-faire ancestral, mais aussi familial. C'est quelque chose qui fait partie de ma famille depuis très très longtemps. Ma grand-mère est mosaïste. En fait, on passe par son atelier en allant chez elle. Donc c'est une grande pièce avec vraiment des carreaux partout. Donc c'est vrai que le réflexe souvent de prendre un petit carreau qui nous fait plaisir, on le faisait souvent. On s'offrait des carreaux en blague à Noël. Mais la blague est devenue sérieuse. Après des études pour faire des décors de cinéma, la mosaïque la rattrape. Elle se forme auprès de sa grand-mère et ouvre son propre atelier, avec surtout ses propres outils. Les clients ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin d'avoir un motif précis. Donc je suis passée à la tablette parce que c'est quelque chose de très efficace. J'ai pas besoin de changer de médium, j'ai pas besoin de changer d'outils. Parmi ses clients, la jeune femme compte aussi bien des particuliers que des entreprises comme les cafés ou les restaurants. Aujourd'hui, Garance commence une crédence pour une salle de bain. Ces petits poissons numériques prennent vie d'abord au crayon sur un filet. Je dessine grossièrement parce que, en fait, au final, mon dessin n'est jamais arrêté. J'ai tendance à déborder ou finalement un dessin m'amène à un autre. Même le croquis en général des clients, limite, je me fais que je leur soumets. Je me fais un peu violence pour rester quand même dans les clous. Une fois dessinés, Garance colle ses petits carreaux pour remplir l'intérieur de ses poissons. Elle les coupe instinctivement. Ce qu'elle aime dans la mosaïque, c'est l'imperfection. La mosaïque, c'est très beau quand ça vibre et moi, je supporte pas utiliser des carreaux qui sont tout près d'emploi. Donc j'ai tendance à les découper en triangle, en rectangle. Moi, j'aime bien faire des nuances, des différences d'écart, du serré, du pas serré, pour créer vraiment un mouvement. Pour la couleur et pour la forme, même procédé, c'est son instinct qui la guide. Je fais un peu comme je le sens. Et c'est un peu comme un peintre, en fait. Il faut quand même un peu penser par où la lumière rentre, sur quoi est-ce qu'elle tape la première. C'est un métier d'indécis, je trouve, un peu, la mosaïque. Quand tu finis par voir l'œuvre finie, tu te dis là, j'aurais pas fait ça. Mais faut pas le dire aux clients, ça. Promis Garance, on ne dira rien. Il existe plusieurs matériaux pour la mosaïque. Pâte de verre, faïence ou encore émail, et tous n'ont pas les mêmes propriétés. Par exemple, pour un sol avec fort passage, on utilise souvent du grès cérame parce que le grès cérame c'est vraiment renforcé, c'est beaucoup plus résistant. Par contre, la pâte de verre, ça c'est vraiment très très fragile. Et la pâte de verre c'est brillant, le grès cérame c'est mat. Donc ça embête souvent les clients, hein. Non, je veux du brillant par terre. Eh bien non, ou alors en toute petite touche. Quand la fresque sera terminée, Garance découpera chaque élément du filet pour les coller sur le sol ou le mur, un peu comme un puzzle.
Mais revenons-en à nos poissons. Le premier est presque terminé et Garance a un drôle de secret à nous confier. Pour être mosaïste, il faut être myope. Parce que quand on est myope, on voit pas les carreaux en fait. Et quand je travaille, je mets pas de lentilles, je mets pas de lunettes. Pour pouvoir en fait voir une vue d'ensemble des couleurs. Parce qu'en fait, en mosaïque, mine de rien, il y a un côté très pixel. Et en fait, quand on a des problèmes de vue, tout se floute. Donc j'arrive à un petit peu mieux faire des groupes de couleurs comme ça. Alors à tous ceux qui ont des problèmes de vue, laissez-vous tenter par la mosaïque. Garance vous l'assure, vous vous sentirez comme un poisson dans l'eau. Version française est déjà terminée. J'espère vous retrouver très vite. Et en attendant, restez chic toujours. Bye.